Bienvenue à Part Égale, l'émission du réseau Parité 1-1 du groupe La Poste. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir parmi nous Céline Daugenet. Bonjour Céline. Bonjour. Donc Céline, vous êtes créatrice et rédactrice en chef de Simone Média. Auparavant, vous avez un parcours très riche dans le journalisme, à France 3, M6, Canal+. Vous avez été d'ailleurs rédactrice en chef adjointe du Grand Journal et journaliste politique. Vous avez un parcours, vraiment une carrière importante dans tout le média audiovisuel. Et en 2018, vous avez cofondé Simone Média avec une ligne éditoriale plus pop, un peu féministe. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Écoutez, en fait, c'est vrai, beaucoup travaillé en télé pour des émissions d'infotainment, donc qui mêlaient le divertissement et l'information. Et j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour du sujet. Et en fait, je suis partie à ce moment-là d'un triple constat. Le premier, c'est que on invitait un peu toujours les mêmes personnes dans ces émissions pour lesquelles je travaillais. Il y avait souvent moins de femmes que d'hommes. C'était aussi le constat que moi, autour de moi, il y avait de moins en moins de gens qui consommaient les médias traditionnels, que tout le monde était en train de basculer sur les réseaux sociaux. Et puis, j'avais envie de m'adresser à une cible plus jeune. Et donc, c'est autour de ces trois éléments, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'aimerais voir comme média ? Dans quel média j'aimerais travailler ? En fait, je me suis un peu créé mon propre média, celui en tout cas qui n'existait pas et que j'avais envie de pouvoir moi aussi consommer à titre personnel. C'est très intéressant. Et j'ai une petite question. Qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, faut être un média dit féministe pour donner la parole à plus de femmes, à des femmes expertes ? Ou est-ce que vous pensez que depuis le lancement de Simone Média, il y a plus de femmes aussi dans les autres types de médias ? Est-ce que vous constatez ça ou pas beaucoup de changements finalement ? Alors, moi, au début, quand j'ai lancé Simone, je me suis pas dit, tiens, je vais lancer un média féministe. Ça, c'est intéressant. Je me suis dit, j'ai envie de lancer un média pour donner la parole à des femmes qu'on voit pas ailleurs. Donc des femmes qui n'étaient pas forcément expertes, des femmes qui pouvaient être Madame Tout-le-Monde, les femmes que je croisais dans la rue. Parce qu'il y avait une chose aussi, c'est que moi, je me reconnaissais pas dans les médias traditionnels féminins, les magazines. Je m'identifiais pas aux femmes que je voyais. Aux images qui étaient... Voilà. Et j'avais envie de proposer des rôles modèles un peu différents, de donner la parole à d'autres femmes. Dans les médias traditionnels, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un peu progressé, parce que je crois qu'il y a une étude de l'Arcom, qui est un baromètre qui vérifie tout ça, qui mesure tout ça. On est passé, je crois, de 38 ou 36 à 42% de part de femmes à la radio ou à la télévision. D'accord. Mais ça stagne depuis 2021. Et cette année, dans ce baromètre, on a vu aussi que le temps de parole des femmes avait diminué. Donc en fait, on les voit plus, mais elles parlent moins. Donc il y a encore à mon avis, encore du travail à faire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, finalement, moi, à l'époque où j'ai lancé Simone, tout était ouvert. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait en termes de format. On pouvait inviter qui on voulait, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Et peut-être que la télévision et la radio progressent, mais à mon avis, il y a encore du chemin à faire. Oui. C'est-à-dire on voit peut-être un peu plus de femmes, mais elles parlent moins, et c'est peut-être un peu toujours les mêmes encore. Alors, je crois que ça progresse quand même. Faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Ouais. Mais il y a encore des endroits où il y a une très grande disparité. Je crois que si on regarde les programmes de sport, là, il y a encore un différentiel très important. Quand on fait des émissions politiques, en règle générale, on voit quand même beaucoup moins de femmes que d'hommes. Donc il y a encore quand même un différentiel. Alors nous, on compense ça sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire, parce que nous, on a, je pense, à 90% que des femmes. Ouais. Et ça permet aussi d'avoir des nouveaux rôles modèles et les jeunes générations, de se reconnaître dans des profils de femmes différentes qui sont pas forcément que des expertes, qui sont pas forcément que des femmes du top management, mais aussi des femmes qui ont des initiatives à échelle locale ou régionale et qui peuvent être inspirantes aussi. Et d'ailleurs, Simone Média aujourd'hui, il me semble que vous êtes reconnue comme la marque féminine la plus engageante. Au-delà de la fierté, j'imagine que vous avez, parce que vous êtes partie d'une idée, d'un concept. Aujourd'hui, vraiment, c'est un média qui est très reconnu. En plus, il n'y a pas grand-chose finalement sur les réseaux sociaux. C'était un peu à Paris, donc bravo. Mais... Ouais.
Qu'est-ce que Après, ça vous évoque, en fait, c'est- au-delà de la fierté? C'est quoi? Ça signifie quoi pour vous? Déjà, c'est quand même parti d'un truc très instinctif, d'une envie que j'avais. Donc, le fait que ça ait rencontré une audience, je trouve ça super, mais ça m'a complètement dépassée, en fait. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, ce fameux top numéro 1 des médias les plus engageants, en fait, c'est un indicateur qui mesure le taux d'engagement. Donc, c'est quelque chose de très important sur les réseaux sociaux. C'est la façon dont on interagit avec notre communauté. Et effectivement, Simone est numéro 1 parmi les marques féminines, et même dans le top 10, tout secteur confondu. Ça, on en est très très fiers. Oui. Et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'attachement qu'on a avec les gens qui nous suivent, le caractère prescripteur, voilà, et qu'en gros, il y a un contrat de confiance qui est très fort entre nous et la communauté des abonnés, et que quand on leur propose un sujet, elles nous font confiance, et on a vraiment un échange de qualité, en fait. Oui, et puis vous le donnez, peut-être les gens certainement se reconnaissent plus, comme vous le disiez, puisque finalement, comme nous toutes, quand on regarde des gens un peu inaccessibles ou des rôles modèles, nous on essaye aussi, ne serait-ce que dans le groupe La Poste, de pas toujours avoir des gens qui ont fait des carrières incroyables, mais finalement on a du mal à s'identifier, ou en tout cas ce que tout un chacun a du mal à s'identifier. On essaye aussi de donner cette parole-là, et peut-être que du coup, ça fait en sorte que vous rencontrez un public effectivement plus large. Ouais, sans doute le fait qu'on puisse donner la parole à des femmes d'âges différents, de milieux différents, qui viennent témoigner de leur parcours ou de leurs engagements. Je pense que c'est ça qui résonne aussi, et qui était intéressant d'aller travailler sur les réseaux sociaux, et qui était moins peut-être possible sur les médias traditionnels qui sont la télé ou la radio, même s'ils ont embrassé ce mouvement aussi beaucoup aujourd'hui. C'était ce processus d'identification. D'ailleurs, dans la grammaire des réseaux sociaux, si on regarde bien, les gens s'adressent directement, on n'a pas les mêmes valeurs de plan, la même grammaire. Et c'est vrai que ça a sans doute libéré aussi, décomplexé un certain nombre de femmes qui ont du coup trouvé dans ces contenus quelque chose qu'elles n'avaient pas forcément vu ailleurs. C'est peut-être ça la réussite, le secret de Simone. C'est ça. Et alors Simone, ses références aux Simone les plus connues, hein, je crois, donc Simone de Beauvoir, Simone Veil, Simone Louise de Pinet de Borde-Forest, c'est ça? Oui, qui est la première femme à avoir eu son permis de conduire. Je la connaissais pas. Voilà. Donc bravo pour ça. Et aussi, j'ai lu à votre arrière-grand-mère. Ouais. Donc, voilà, c'était ça, c'est intéressant. Non, mais un petit clin d'œil. C'est aussi donner à connaître des gens. On parlait de Simone, évidemment, connue, mais aussi de cette femme qui a passé son permis de conduire. Donc, j'imagine que c'est un acte assez presque politique à l'époque. Ouais, une forme d'indépendance et de liberté qui était significative. Ouais. Et donc, votre grand-mère, parce que du coup... vous, justement, qu'est-ce qui, selon vous, vous a amené à ce parcours, à cette réflexion? Est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être, dans votre enfance ou qu'est-ce qui... Enfin, je ne sais pas si c'est facile de répondre à cette question, mais vous, personnellement, pourquoi cet engagement? Alors, c'est une question que je me suis posée assez récemment, de pourquoi je m'étais embarquée dans cette aventure-là, qui était très instinctive, donc que je n'avais pas conscientisé en me disant je vais formaliser un engagement, je vais monter un média féministe. Donc je me suis demandé comment je m'étais retrouvée là. Et en fait, je crois que moi, depuis que je suis toute petite, j'ai une grande soif de liberté. Et de ne pas être enfermée dans des rôles préassignés, quoi. Donc moi, j'étais un garçon manqué. Alors ça, c'est intéressant parce que je reçois souvent des femmes qui disent je suis un garçon manqué, et Candice Prévost, qu'on avait reçue, qui est footballeuse, nous dit que son papa lui a dit mais non, tu es une fille réussie. Ouais. Alors je trouve ça super. Je trouve ça super. Moi, mes parents m'ont pas dit ça. Parce que dans garçon manqué, effectivement, c'est une fille qui a pas réussi à être un garçon, donc c'est quand même assez péjoratif. Oui. Dans et la venant de vous, en plus, alors. Ouais. Non, mais en fait, je sais que je crois que j'avais pas du tout envie d'être la petite fille qu'on voulait que je sois. Ouais. Et donc j'ai été en opposition et en résistance sur pas mal de trucs. Donc à la fois sur les loisirs, moi j'adorais faire du foot. Ce qui était, je suis d'une génération où c'était pas hyper bien vu. Bien sûr. C'est encore difficile. Hein. C'est encore difficile, mais c'est possible. Voilà. Et moi, je trouve ça super, en fait, pour les petites filles d'aujourd'hui. Voilà, je me souviens d'avoir des conflits très, très forts avec ma maman sur le fait de mettre des robes.
Alors que j'en mets aujourd'hui, mais il y avait vraiment ce truc de vous voulez que je sois cette personne, mais moi en fait j'ai envie d'être quelqu'un d'autre, je sais pas vraiment qui. Voilà. Et je crois que ça m'a accompagnée et que du coup dans ce projet que j'ai développé, il y avait ce truc de dire aussi aux femmes ou aux jeunes femmes, en fait foutez-vous la paix, C'est ça. soyez la personne que vous avez envie d'être, loin des injonctions, et il y en a plein. Donc évidemment, on ne peut pas se défaire de toutes, mais c'était cette idée-là, à mon avis, qui m'a guidée. Simone Média s'adresse principalement aux jeunes, ou plutôt aux jeunes de 15-24 ans ou 30 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, et notamment par rapport à ce rôle d'éducation peut-être aussi? Oui, je crois que en tout cas, c'est hyper important. Quand on parle des enjeux de féminisation dans les métiers, il y a aussi les enjeux de qu'est-ce qui se passe avant le monde du travail. Voilà, comment on peut avoir un impact sur l'éducation, la formation, l'école. Ça, c'est hyper important pour nous. Et c'est d'autant plus important qu'on voit que malgré tout ce qu'on met en place, le discours féministe, en fait, il y a aussi ce phénomène de backlash et de retour en arrière, notamment sur cette population jeune. Oui. Il y a une étude du haut commissaire à l'égalité qui raconte que 94% des femmes de 15-24 ans trouvent que c'est plus difficile d'être une femme aujourd'hui. Et sur l'année précédente, on avait ce chiffre horrible de 23% des 25-35 ans, je crois, parmi les hommes qui pensent qu'il faut être violent pour être respecté. C'est terrible. Donc on voit qu'il y a encore du boulot quand même, voilà, et que c'est important de continuer à sensibiliser, à mettre ces sujets, voilà, que c'est pas accessoire. Et que même si les choses progressent, il y a quand même des freins qui sont très très importants. Et voilà, c'est un système de balancier. Oui, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une avancée, finalement, il y a une résistance qui est plus importante. Mais à chaque fois qu'il y a eu des backlash dans l'histoire du féminisme, ça s'est suivi de mouvements de progression derrière. Donc il faut être très optimiste. Et il faut continuer. Voilà. D'ailleurs, vous mettez en avant une ligne éditoriale qui est assez engagée sur plein de sujets, l'égalité hommes-femmes évidemment, mais aussi l'écologie, l'inclusion. Et vous travaillez avec des entreprises aussi. Vous avez de plus en plus d'ailleurs, je crois qu'il y a même un programme qui est en train d'être réfléchi pour faire des liens avec les entreprises, me semble-t-il. Ouais. Est-ce que pour vous, justement, les entreprises ont aussi un rôle à jouer? Lequel? Et est-ce que vous auriez un conseil à nous donner? Alors moi, je trouve ça hyper intéressant de travailler avec des entreprises aussi, parce que c'est quand même là que se fait une partie de la société. Et qu'on a aussi ce rôle d'accompagner les entreprises dans des enjeux de féminisation de métier. On est beaucoup interrogés sur ces questions-là, parce que nous, on est au contact d'une audience dont on arrive à percevoir les attentes, les envies, et c'est comment on communique ce message aux entreprises avec lesquelles on peut travailler notamment. Donc c'est vrai qu'on travaille régulièrement sur des enjeux qui sont liés à l'égalité salariale, à la féminisation des métiers, qui sont des enjeux qui concernent aussi beaucoup les boîtes, en fait. Et on essaye de les accompagner sur ces sujets. Donc vous êtes aussi conseil, vous accompagnez vraiment les entreprises sur leur réflexion, sur tester des choses. Ça va jusque-là, ouais. Et ouais, et parfois on fait de la pédagogie aussi. Oui, bah oui. On essaye de co-construire en fait souvent des formats. On a un format qu'on a commencé à travailler qui s'appelle le Blind Meet, qui est donc la rencontre à l'aveugle de je vais aller à la rencontre d'une personne, par exemple, dans une entreprise qui a un métier qu'on dirait plutôt un métier d'homme. Et on va essayer d'aller déconstruire les idées reçues sur ces métiers. Et en fait, on est toujours dans ce truc de montrer des rôles modèles qui sont différents, ouvrir les champs des possibles pour les femmes et pour les jeunes filles, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire, regardez ce média, en fait, il vous montre que tout est possible, tous les sujets sont ouverts, et que vous avez la liberté de choisir vraiment ce que vous avez envie de faire, là où vous avez envie de travailler, sans que ce soit forcément une injonction que vous auriez reçue de votre famille. Voilà. Nous, on essaye aussi, parce qu'on a des métiers aussi. On a beaucoup de métiers, on est 230 000, on a beaucoup de métiers. On est dans le numérique, on connaît les bureaux de poste, la distribution. On a aussi des métiers très logistiques et de l'IA. Et c'est vrai qu'on a plus de mal à aller recruter des femmes. Donc, on essaye d'aller sur le terrain. Moi, je fais un tour de France, voilà, pour aller
rencontrer ces femmes en leur disant mais vous pouvez en fait, tous ces métiers sont possibles. Donc ça rejoint ce que vous dites. Et c'est hyper important quand vous prenez l'exemple de l'IA. L'IA aujourd'hui, elle est en train de se fabriquer. Si elle se fabrique sans les femmes, ce sera une IA potentiellement sexiste. Bien sûr. Donc c'est aussi un enjeu d'embarquer les femmes dans cette construction des intelligences artificielles. Voilà, pour que l'égalité progresse entre les hommes et les femmes. C'est un travail de longue haleine parce qu'on voit qu'on essaye tous et puis malgré tout, il y a encore des freins. Alors justement, Simone Média, c'est un média féminin, hein, même on va dire... On peut dire féministe, hein, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et du coup, bon, il y a beaucoup de femmes qui le connaissent, les femmes, vous disiez la cible jeune, mais même les femmes moins jeunes. Hein, par exemple, moi, je le suis avec beaucoup d'intérêt, j'aime beaucoup ce que vous faites. Hein. Mais comment on embarque, comment sensibiliser les hommes? Est-ce que les hommes aussi, vous les rencontrez, ils vous suivent? Est-ce que vous savez ça? Et comment on peut embarquer les hommes? Nous, c'est un sujet qu'on essaye en tout cas de traiter. Alors en fait c'est marrant parce que ça a été toujours, dès le point de départ, dès le lancement du média, c'était l'idée de se dire comment on embarque les hommes de façon pédagogique, comment ils peuvent se retrouver aussi dans nos contenus. Il y a un des programmes qu'on avait fait qui avait super bien marché sur l'inégalité salariale. On avait fait une caméra cachée justement à destination des hommes où on était avec une comédienne qui s'appelle Laura Calu et on allait pour matérialiser le fait que les femmes étaient payées moins 30% que les hommes, ce qui a progressé aujourd'hui, mais à l'époque c'était le cas. On allait retirer aux hommes 30% de leur baguette de pain, ou 30% de leur coupe de cheveux, ou 30% de leur pinte de bière quand ils allaient boire un coup avec leurs copains. Ah, c'est super ça. Et en fait, c'était assez marrant parce qu'évidemment, ils comprenaient pas ce qui se passait et on leur expliquait, bah voilà, dans la réalité, ce que ça ferait si vous, on vous retirait 30% de quelque chose auquel vous pensez avoir droit. Et en fait, on essaye toujours d'avoir cet angle-là de comment on embarque les hommes, comment on les fait réfléchir sans stigmatiser, sans les opposer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Cette année, on a essayé de travailler sur la déconstruction. En se disant la déconstruction c'est pas la destruction, donc c'est comment on reconstruit ensemble une société plus égalitaire. Et donc c'est vrai que nos contenus ils sont quand même objectivement majoritairement à destination des femmes, mais on a toujours ce souci de se dire comment on embarque des hommes, comment on donne aussi la parole à des hommes qui font des choses pour l'égalité homme-femme, puisque le féminisme c'est pas réservé aux femmes. Exactement, ouais. Donc c'est vrai qu'on a ça en tête, on essaye de travailler ça. C'est assez intéressant parce que nous aussi on essaye, alors on a une formation qui s'appelle Dans la peau d'une femme, où on leur fait vivre les freins. Ça marche très bien. Voilà, c'est comme la baguette en fait. Parce qu'en fait, les hommes, en tout cas nous on en a beaucoup des hommes qui sont engagés, qui sont OK théoriquement parlant, et puis ils se rendent pas vraiment compte de ce que ça veut dire. Je trouve ça intéressant la mini baguette, on va faire ça peut-être à la cantine. Ouais. Mais nous, on a égalité salariale, donc je ne peux pas enlever la moitié ou une partie du repas, parce qu'à la poste, on veille à ça, en tout cas, vraiment. Mais il faut rester toujours vigilant, en fait, quand on est sur ces sujets, malgré tout. En fait, je crois que ce qui est important, c'est de les aider à prendre conscience aussi de cette inégalité qui existe quand même à plein d'endroits de la société. De les embarquer sur ces sujets, c'est, à mon avis, hyper important. Et en fait, c'est aussi, quand on rétablit une forme d'inégalité, c'est demander aussi à ceux qui dominent de renoncer à des privilèges. Ouais. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que c'est important de les embarquer, d'avoir des alliés sur ces sujets. Alors, est-ce que ça leur retire quand même quelque chose ? Ou est-ce que finalement tout le monde a y gagné, ce qu'on peut supposer aussi, parce qu'on gagne par ailleurs sur d'autres plans. Je pense que pour les convaincre, il faut aussi leur montrer les avantages quand on veut instaurer par exemple le congé parental, dans l'éducation de nos enfants. Qu'est-ce que, en fait, ça va permettre aussi, quels sont les avantages qu'ils vont pouvoir eux observer. C'est une bonne façon positive, en tout cas, de faire progresser les choses. Après, ça exclut pas le fait qu'à certains endroits, on ait besoin de forcer les choses et parfois
quitte à être dans une forme d'adversité. Mais je pense que c'est hyper important de les embarquer. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'au début de Simone, on disait que c'était un média inclusif pour les hommes. Que l'inclusion, c'est quand même complètement autre chose. Mal, oui. Mais c'était cette idée de, voilà, on veut qu'il fasse aussi partie de cette aventure. Bien sûr. Alors j'ai une petite question, parce que vous parliez effectivement des médias aussi féminins, pardon, pas que féminins, tous les médias où il y a encore moins de femmes quand même, malgré tout, même s'il y en a plus. Elles ont un peu moins de temps de parole, même s'il y en a plus. Et qu'est-ce que vous pensez Alors on a des quotas dans les entreprises, notamment au poste des dirigeants. Est-ce qu'il faudrait arriver jusqu'à des quotas de temps de parole ou est-ce que ça existe d'ailleurs? Je ne sais pas. Alors, moi, il y a mon point de vue personnel là-dessus qui a pu un peu évoluer. Je pense que les quotas, c'est un passage un peu obligé. Parce que parfois, les bonnes volontés suffisent pas. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu des discussions avec des amis qui travaillent dans des entreprises et qui peuvent être intégrés à des programmes de mentoring pour les femmes ou de leadership pour les femmes qui me disent, mais en fait... on me met là parce qu'il y a un quota et est-ce que vraiment j'ai les qualités? Donc ça, c'est toujours le syndrome de l'imposteur. Ah oui, ça arrive souvent. Mais moi, je pense que ces dispositifs, ils sont quand même nécessaires, au moins dans un premier temps, pour amorcer le changement. Moi, ce que je leur dis en général, parce que c'est vrai qu'on a ça, hein. Moi, j'ai des femmes qui sont dirigeantes qui me disent peut-être j'ai bénéficié des quotas, mais en fait, quand on regarde leur parcours et tout ce qu'elles font, elles ont totalement les compétences à leur place. Elles auraient pu en bénéficier. Sauf qu'elles étaient discriminées avant. C'est ça la différence. Exactement. Et il faut arriver à prendre conscience de ça, mais c'est vrai qu'il y a encore un long chemin. On parlait de rôle modèle qui soit n'importe qui, en fait. On est tous ou toutes le rôle de modèle de quelqu'un. Mais vous, Céline, est-ce que vous avez un rôle modèle, vous, ou des rôles modèle? C'est une bonne question. Je crois que j'en ai pas tant que ça. Et je crois que c'est un problème. C'est pourquoi peut-être qu'en tout cas, il en faudrait plus. Je devrais être inspirée par plus de femmes. Peut-être que justement, la femme parfaite, telle que moi je l'imagine, où elle n'existe pas en fait, que ce rôle modèle-là. Voilà. Ça serait qui? Je crois que ce serait une femme très très libre. Alors il y en a plein, hein, mais voilà, qui serait tenue par aucune injonction. Enfin, je sais pas si. Ouais, je comprends. Voilà, Oui, parce que même les femmes libres, finalement, quand on creuse, il y a quand même un peu d'injonction. C'est ça, quoi qu'il en soit. Voilà, je sais pas si ça existe une femme complètement libre aujourd'hui. Ouais. C'est une vraie question. Vous n'êtes pas complètement libre non plus, alors? Non, non. J'y travaille, mais je suis dépositaire forcément d'un héritage familial, de la société. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Après, non, je sèche en fait. Ah, mais c'est une réponse aussi. Ça veut dire pas mal de choses et on n'est pas obligé d'avoir une réponse. Je trouve qu'elle est intéressante, cette réponse. Parce que d'avoir quelqu'un de complètement libre, c'est très intéressant. Ça demande Ouais, c'est très intéressant. Et vous travaillez aussi sur des faits de société. Là, vous avez fait un court-métrage sur la soumission chimique. Vous investissez aussi, vous accompagnez des créations aussi artistiques. Moi, je crois beaucoup aussi qu'à travers l'art, on arrive à faire passer des messages. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez nous en dire un mot? On est vraiment super fiers de ce projet, en fait, qui est né d'une rencontre avec Mouvance, qui est une plateforme de création de danse, un collectif artistique, qu'on avait rencontré à l'occasion d'un échange au théâtre de Chaillot. Et on s'était dit, c'est super ce que vous faites, la danse, c'est super, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Et on est vraiment partis voilà, on a pris un café ensemble et on s'est demandé quel était le sujet qu'on avait envie de porter. Voilà, souvent, on essaie chaque année de s'emparer d'un sujet de société, que ce soit les inégalités salariales, là en l'occurrence la soumission chimique. Et on a travaillé avec eux en se disant on va créer un court-métrage de danse. Et pour que ce court-métrage devienne un grand mouvement de soutien et de sensibilisation aux victimes, de soutien aux victimes et de sensibilisation sur la soumission chimique, on s'est dit, à la fin de ce court-métrage chorégraphique, on va essayer de créer une chorégraphie facilement qu'on puisse reproduire facilement et pour essayer de la viraliser sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est le travail qu'on est en train de faire. On a fait l'avant-première, on a projeté ce court-métrage au Carreau du Temple devant 250 personnes qui se sont toutes mises à danser à la fin. Et c'est vrai que c'est un projet
qu'on mène aussi de concert avec Caroline Darian et Sandrine Josso et Leïla Chawachi du CRAFS, qui voilà, travaillent beaucoup sur ces sujets, essayent de faire bouger la loi, parce que c'est vraiment un sujet qui est très important et qui dépasse largement le milieu festif. C'est ça, c'est voilà. ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment quand en soirée ou dans des milieux très festifs, alors qu'en fait, ce que vous montrez, c'est que ça peut être, ça peut être partout, professionnel. voilà, que ça peut toucher, voilà, et que si par exemple on imagine que la soumission chimique c'est juste une jeune femme de 25 ans à qui on met quelque chose dans son verre en boîte de nuit, on passe à côté de l'affaire Pellico, on passe à côté de l'affaire Le Squarneck, et que tout ça, c'est des cas de soumission chimique qui peuvent intervenir dans des endroits qui sont complètement différents. Ça peut être au bureau, ça peut être dans la sphère familiale. Et c'est vraiment, vraiment très intéressant comme sujet. Et on était vraiment ravis d'amener quelque chose, pas de léger, parce que c'est pas le terme, mais ce mouvement, c'est aussi un mouvement de soutien aux victimes. Et à la fin de cette soirée, Caroline Darian notamment est venue nous voir en nous disant à quel point ça lui avait fait du bien de participer à ce projet. Donc voilà, on essaye toujours, même sur des sujets qui sont un peu lourds, d'apporter une forme de légèreté, d'optimisme, de résilience. Ouais, de résilience. Et justement, dans le contexte actuel, international que l'on voit, est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que justement le rôle des médias est important? Enfin, quel est votre avis sur ce sujet? Oui, c'est assez inquiétant parce qu'on a, en fait, Simone, ça a 8 ans, donc on a vu quand même l'évolution, à la fois que le discours féministe est devenu, s'est propagé, et puis là on a l'impression qu'on est dans une autre phase, qu'il y a une forme de backlash et que les choses se radicalisent, se polarisent de façon très très forte, y compris sur les réseaux sociaux et y compris nous. On a cette responsabilité, y compris sur les réseaux sociaux, de continuer à faire dialoguer et à faire discuter les gens, ce qui n'est pas quelque chose de très facile, puisqu'il y a vraiment une polarisation. Il y a plus de féminisme, il y a plus de masculinisme. Et donc oui, il y a un fossé qui est en train de se créer et qui est, c'est vrai, très très inquiétant. Bon, mais est-ce que vous, comme c'est un média quand même optimiste, est-ce que vous avez un message à nous faire passer Je pense qu'il faut continuer de se mobiliser, qu'il faut trouver des espaces de discussion, y compris dans la vraie vie, parce que nous on travaille sur les réseaux sociaux, mais on essaye aussi on lance des dîners, pour que les gens se rencontrent et discutent entre eux. Très soucieux du vivre ensemble et de continuer à faire évoluer la société sur ces sujets-là en tout cas. J'ai envie de rester sur cette touche de vivre ensemble, de faire évoluer la société. Donc merci beaucoup Céline. Merci Aurore. Merci pour cet échange, pour tout ce que vous nous avez donné, pour ce que vous faites au quotidien, parce que c'est important. Puis écoutez, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'À part égale. Merci Céline.